Un cocotier apparaît là où l'eau manque, et tout ce temps. Avant 2019, le Sahel ne comptait que quelques centaines de millimètres de pluie par an. Personne n'y imaginait une plantation durable, encore moins un symbole économique, au milieu de sols appauvris et de chaleur extrême. En 3 ans, plus de 200 hectares se couvrent. Près de 70% des arbres tiennent. Et l'eau consommée baisse d'environ 40%. Que signifie ce basculement pour les habitants? Et que lit Ibrahim Traoré dans cette terre dite impossible? Dans ce désert, l'impossible commence à céder. La promesse est simple, mais le risque est total. Si les cocotiers échouent dans le Sahel, ce n'est pas seulement une expérimentation agricole qui s'effondre, mais une vision entière de transformation territoriale. Tout est alors remis en cause. La crédibilité du modèle, la confiance des communautés, et l'idée même qu'un environnement déclaré stérile puisse encore offrir une marge d'action. Le projet avance donc sur une ligne étroite, où chaque décision technique porte un poids symbolique disproportionné. L'enjeu dépasse rapidement la survie d'un arbre. Il s'agit de démontrer qu'un modèle durable peut naître dans un contexte extrême, puis être reproduit sans dépendre d'apports démesurés en eau ou en capitaux. Pour les habitants, la question est immédiate. Cette initiative améliorera-t-elle réellement leurs conditions de vie, ou ne sera-t-elle qu'une parenthèse fragile? Pour les observateurs extérieurs, c'est un test grandeur nature de résilience climatique. Si le pari réussit, les bénéfices sont clairs. Sols régénérés, activité économique locale et regain de confiance collective. S'il échoue, le Sahel perdra une rare occasion de réécrire son propre récit. Le basculement tient en 2 phrases et quelques chiffres. En 3 ans, plus de 200 hectares sont couverts de cocotiers, près de 70% des arbres survivent, et la consommation d'eau baisse d'environ 40%, grâce à l'irrigation solaire et aux réservoirs souterrains. Ces données, relevées sur le terrain, fissurent un récit ancien. Le Sahel serait condamné à l'aridité sans recours. Ce mini-révélateur change la lecture du projet porté par Ibrahim Traoré. Il ne s'agit plus d'une anomalie botanique, mais d'un seuil franchi. Avant 2019, le contexte ne laissait aucune place à l'optimisme. Chaleur extrême, sol appauvri, pluviométrie insuffisante pour des cultures exigeantes. Les premiers mois confirment ces doutes. Des plans dépérissent, l'eau manque, et chaque tentative semble fragile. Pourtant, une dynamique se met en place, discrète mais continue. Les équipes introduisent des sillons et solutions d'irrigation solaire couplées à des réservoirs enterrés pour stabiliser l'humidité. Les pertes initiales deviennent des apprentissages. Des ajustements simples, paille de coco recyclée, ombrage léger aux kaolines, prolongent la survie des jeunes arbres. Peu à peu, planter cesse d'être un geste isolé. Cela devient un protocole reproductible. Les villageois observent, puis questionnent. La méfiance recule à mesure que les pousses résistent. Dans cette phase, Ibrahim Traoré avance à son proclamation. Il traite chaque échec comme une donnée supplémentaire, refuse l'illusion du miracle et construit des conditions où la réussite devient mécaniquement possible. Ce positionnement façonne le projet, ni idéaliste, ni désenchanté, mais méthodique. Les chiffres ne sont pas brandis comme une victoire, ils servent de boussole. Le contexte élargi confirme l'enjeu. Dans une région où chaque litre compte, réduire l'eau consommée tout en augmentant la surface cultivée modifie l'équation. Le Sahel n'est plus seulement un décor de contraintes, il devient un terrain d'essai où la résilience se mesure, se corrige et s'améliore. La question suspendue au début trouve ici un premier élément de réponse. Au cœur des premiers mois, le projet tient grâce à une présence constante sur le terrain. Ce n'est pas une figure héroïsée, mais un rôle de guide pragmatique, attentif aux détails, capable de transformer chaque échec en ajustement concret. Dans cette vallée du Sahel, les décisions se prennent à petite échelle, presque invisibles, mais leurs effets s'additionnent rapidement.
L'expérimentation avance par corrections successives, sans promesses spectaculaires, avec une rigueur quotidienne. 2 microcas illustrent ce tournant. Dans la vallée de Mahune, un lot de jeunes cocotiers, initialement trop fragiles, retrouve de la vigueur après l'introduction de paille de coco recyclée. Quelques kilomètres plus loin, un second groupe de plants résiste plusieurs semaines supplémentaires grâce à un ombrage léger obtenu par une couche de kaoline. Ces résultats restent modestes, mais s'ils se répètent, chaque répétition renforce la crédibilité du protocole. L'impact se manifeste alors dans les comportements. Les jeunes ingénieurs locaux, d'abord prudents, commencent à s'impliquer davantage, attirés par la cohérence technique des choix opérés. Les agriculteurs observent un phénomène inattendu. Même les sols les plus secs réagissent à ces ajustements. Les discussions changent de ton. On ne parle plus seulement de survie, mais de durée, de cycle, de marge d'amélioration. Ce glissement est décisif. Le projet cesse d'être perçu comme l'initiative isolée d'un individu et devient un effort collectif en construction. La confiance ne repose pas sur un discours, mais sur des signes visibles, répétés, vérifiables. Dans ce contexte, la Terre n'est plus un adversaire à combattre, mais une variable avec laquelle composer. Concrètement, on le comprend immédiatement. La transformation n'est plus théorique, elle a déjà commencé. Au départ, tout confirme l'échec annoncé. Avant même la fin du premier mois, plusieurs cocotiers dépérissent sous la chaleur, et l'eau disponible paraît insuffisante pour soutenir la moindre ambition durable. Puis, après ces jours critiques, un basculement s'opère. Les équipes testent, dans une zone proche du Burkina Faso, les premiers dispositifs d'irrigation solaire associés à des réservoirs souterrains. On passe du presque abandonné au peut-être possible. Ce moment d'activation ne résout rien d'un coup, mais il change la trajectoire. Le projet cesse de glisser vers l'abandon et entre dans une phase d'expérimentation contrôlée. L'escalade survient rapidement. Les températures dépassent régulièrement les 40 degrés, mettant à l'épreuve chaque hypothèse technique. Les ajustements se multiplient, densité de plantation revue, ombrage progressif, apport organique ciblé, les paillets de coco recyclés et la poussière de kaoline sont introduites non comme des solutions miracles, mais comme des correctifs précis à des problèmes identifiés. L'effet est tangible. Les plants ne gagnent pas seulement du temps, ils développent des capacités d'adaptation mesurables. Chaque amélioration entraîne une réaction en chaîne. Les jeunes du village viennent proposer leur aide. Les agriculteurs partagent leurs observations sur l'exposition du sol et l'évaporation. Une forme d'intelligence collective s'installe, presque malgré elle. Dans cette phase, Ibrahim Traoré joue un rôle de stabilisateur. Il ne cherche pas à accélérer artificiellement le rythme, mais à consolider chaque progrès. Les pertes continuent, mais elles ralentissent. Les survivants deviennent des repères. Le projet n'est plus un geste symbolique. Il devient une hypothèse crédible qui mérite d'être testée plus loin. Les discussions évoluent. On parle de cycle de survie, de micro-rétention, d'optimisation hydrique. Le vocabulaire change, signe que la perception change aussi. La résonance apparaît lorsque les premières récoltes, modestes mais réelles, confirment la progression. Ce moment marque un tournant sociologique. Les cocotiers cessent d'être perçus comme des anomalies botaniques et deviennent des ressources potentielles. Les coopératives féminines commencent à s'organiser pour transformer les produits dérivés. Les jeunes, qui envisageaient auparavant l'exode, s'intéressent aux outils de mesure et aux protocoles techniques. Les autorités locales observent sans intervenir encore, conscientes qu'un modèle reproductible pourrait émerger. Vient ensuite une phase plus silencieuse, mais tout aussi déterminante. Des chercheurs visitent le site. Des institutions évoquent le projet comme un exemple d'adaptation climatique. Ce qui était marginal attire désormais l'attention. Le rythme des événements s'accélère, mais le sens reste constant. Démontrer, étape après étape, qu'une terre dite ingrate peut redevenir féconde, sans épuiser ses ressources. Ibrahim Traoré n'annonce pas de victoire. Il ajuste, documente, consolide.
Chaque succès partiel est traité comme une donnée, non comme une fin. Ce fil d'événements révèle une vérité simple. Ce qui a commencé comme une tentative improbable devient un basculement territorial. L'avant et l'après ne se mesurent pas seulement en hectares ou en rendement, mais en confiance retrouvée. Le Sahel, ici, n'est plus figé dans l'attente de l'échec. Il est entré dans une dynamique où l'avenir se construit par essai, correction et persévérance. La ligne de base était sévère et sans ambiguïté. Avant le lancement du projet, la zone concernée présentait des sols appauvris, une chaleur dépassant fréquemment les 42 degrés et une disponibilité en eau insuffisante pour soutenir des cultures exigeantes. 3 ans plus tard, l'écart est mesurable. Plus de 200 hectares sont désormais couverts de cocotiers. Cette extension spatiale traduit un changement d'échelle réelle, indiquant que le projet a dépassé le stade de l'essai ponctuel pour entrer dans une dynamique territoriale structurée. Le premier indicateur clé concerne précisément cette surface cultivée. Passer de quelques parcelles expérimentales à plusieurs centaines d'hectares signifie que les protocoles peuvent être reproduits sans effondrement du système. Cette progression spatiale montre que le sol local répond positivement aux apports organiques et aux ajustements hydriques. L'augmentation de la surface n'est donc pas un simple agrandissement, mais une validation progressive du modèle. Le deuxième indicateur porte sur la survie des arbres. Près de 70% des cocotiers ont résisté aux conditions climatiques sévères, y compris lors des épisodes de chaleur extrême. Ce taux de survie dépasse largement les prévisions initiales formulées par les experts. Il indique une résilience biologique bien supérieure aux attentes. Dans un environnement où l'échec était considéré comme probable, ce pourcentage devient un pivot dans l'évaluation du projet. Le troisième chiffre consolide l'ensemble. Grâce au système d'irrigation solaire combiné à des réservoirs souterrains, la consommation d'eau a diminué d'environ 40% par rapport aux méthodes traditionnelles. Cette réduction significative confirme l'efficacité structurelle du dispositif hydrique. Dans une région où chaque litre compte, cette donnée n'est pas seulement technique, elle est stratégique. Prise ensemble, ces 3 indicateurs forment une matrice probante. Surface étendue, taux de survie élevé et baisse de la consommation d'eau ne constituent pas des succès isolés, mais des éléments cohérents d'un même système. Ils répondent directement aux critiques initiales sur l'irréalisme du projet et sur son impact potentiel sur les ressources locales. Pour les habitants, ces chiffres se traduisent par des changements concrets. Les sols autrefois considérés comme stériles montrent des signes de régénération. Les premières récoltes confirment que les arbres ne sont plus des anomalies ponctuelles. Les coopératives féminines peuvent planifier. Les jeunes s'engagent dans des tâches de mesure et de maintenance. Et les agriculteurs réévaluent leurs pratiques d'irrigation. Pour Ibrahim Traoré, ces données représentent plus qu'une validation scientifique. Elles apportent une crédibilité nouvelle auprès d'observateurs extérieurs et d'institutions venues examiner l'évolution du site. Les chiffres servent de langage commun, permettant de discuter du projet sans rhétorique excessive. Les 200 hectares deviennent ainsi bien plus qu'une surface. Ils incarnent la preuve tangible qu'une vision ambitieuse peut se transformer en réalité mesurable. Ces preuves ne ferment pas le débat, mais elles déplacent le centre de gravité. La question n'est plus de savoir si le modèle peut fonctionner, mais dans quelles conditions il peut durer et s'adapter. C'est sur ce terrain, désormais balisé par des données, que la discussion se poursuit. Pour évaluer la solidité du projet, il faut d'abord prendre au sérieux les critiques les plus robustes. La première concerne l'eau. Dans un environnement où chaque goutte est disputée, introduire une culture perçue comme exigeante peut sembler risqué. Selon cet argument, même une irrigation optimisée pourrait détourner une ressource vitale au détriment des cultures locales, accentuant des tensions déjà présentes. Le risque n'est pas théorique, il touche à l'équilibre quotidien des communautés et à la hiérarchisation des usages. La seconde critique vise la durabilité dans le temps. Les succès observés pourraient n'être qu'une parenthèse favorable.
liée à une conjoncture climatique momentanément clémente. Le Sahel est marqué par des variations extrêmes, et une sécheresse prolongée pourrait mettre en difficulté des plantations encore jeunes. Dans cette lecture, le projet serait vulnérable aux chocs à venir, exposé à un retournement brutal dès que les conditions se durcissent. Ces objections sont cohérentes et méritent une réponse fondée sur les faits. Sur la question de l'eau, les données recueillies montrent une baisse d'environ 40% de la consommation grâce à l'irrigation solaire et aux réservoirs souterrains. Cette réduction indique que le système ne repose pas sur un prélèvement excessif, mais sur une gestion plus efficiente de la ressource. L'eau n'est pas simplement déplacée, elle est utilisée différemment, avec moins de pertes par évaporation. Concernant la durabilité, le taux de survie proche de 70% après plusieurs cycles de chaleur suggère que les résultats ne sont pas accidentels. Les arbres ayant traversé des épisodes d'ici difficiles sans effondrement généralisé. De plus, l'amélioration progressive des sols par les apports organiques renforce la capacité du système à encaisser de futurs chocs, plutôt qu'à s'y exposer passivement. La réponse portée par Ibrahim Traoré n'est ni défensive ni triomphante. Les critiques sont intégrées comme des variables de travail. Elles conduisent à renforcer les protocoles, à tester des marges de sécurité et à documenter chaque ajustement. Loin d'affaiblir le projet, ce dialogue avec les objections en accroît la robustesse. Ainsi, le débat ne se ferme pas, il se déplace. Les critiques cessent d'être des freins et deviennent des leviers d'amélioration continue. C'est précisément cette capacité à absorber la contradiction qui distingue une expérimentation fragile d'un modèle en voie de consolidation. Jusqu'ici, l'expérience avançait par ajustements prudents, presque fragiles. Les cocotiers survivaient, les chiffres s'amélioraient. Mais l'initiative restait cantonnée à une logique de preuve. Un moment charnière marque une rupture nette. La première récolte commerciale. À cet instant précis, les arbres cessent d'être seulement des indicateurs biologiques. Ils deviennent une ressource économique tangible, capable de modifier les équilibres locaux. Pour Ibrahim Traoré, ce moment agit comme un révélateur stratégique. Le pari initial ne se mesure plus uniquement en hectares ou en taux de survie, mais en effet concret sur la vie quotidienne. Les noix récoltées, même en volume modeste, ouvrent une nouvelle question. Comment organiser, transformer et répartir cette valeur sans rompre l'équilibre fragile du système? Autour des parcelles, les comportements évoluent. Les coopératives féminines commençant à structurer la transformation des produits dérivés. Les jeunes s'intéressent aux chaînes de mesure, de stockage et de qualité. Les autorités locales, jusqu'alors en retrait, observent plus attentivement. Le projet quitte le statut d'expérimentation marginale pour entrer dans celui d'hypothèse économique crédible. Ce moment charnière ne célèbre pas une victoire. Il déplace le centre de gravité. Le Sahel ne teste plus seulement la résistance des cocotiers. Il teste la capacité d'une communauté à gérer une réussite naissante sans la diluer ni la surexploiter. À partir de là, l'enjeu n'est plus « est-ce possible ?», mais « comment durer ?» Les effets du projet se diffusent désormais bien au-delà des premières parcelles, et chaque groupe concerné en ressent les conséquences de manière distincte. Ce qui avait commencé comme une expérience agricole localisée devient une transformation sociale et économique progressive. Ibrahim Traoré, qui voyait dans les cocotiers un levier de régénération territoriale, observe ces changements se propager par cercles successifs, parfois discrets, mais durables. Pour les agriculteurs, l'impact est d'abord psychologique, puis technique. Longtemps convaincus que leurs terres étaient irrémédiablement stériles, ils constatent que les sols réagissent aux apports organiques et aux protocoles d'irrigation optimisés. Certains intègrent progressivement ces méthodes à leur propre culture, sans adopter nécessairement le cocotier. La conséquence majeure réside dans ce déplacement de regard. La terre n'est plus perçue comme un espace condamné, mais comme un système perfectible. Dans plusieurs zones proches du Burkina Faso, cette réévaluation modifie les décisions de plantation et les pratiques hydriques. Pour les jeunes,
le projet agit comme un point d'ancrage inattendu. Là où l'exode apparaissait comme l'unique horizon, de nouvelles compétences émergent localement. Maintenance solaire, mesure de l'humidité, suivi des cycles de survie. Ces savoirs techniques créent des perspectives inédites. Les jeunes ne se positionnent plus seulement comme une main-d'œuvre, mais comme des acteurs de l'innovation locale. Cette implication renforce le tissu communautaire et réduit la tentation du départ, sans l'abolir totalement. Les femmes, à travers les coopératives, expérimentent un changement plus structurel. La transformation des produits dérivés génère des revenus réguliers, même modestes. Cette stabilité nouvelle favorise l'autonomie économique et élargit l'espace décisionnel au sein des familles. Les effets se répercutent sur la scolarisation des enfants et la gestion des dépenses quotidiennes. Ici, la conséquence dépasse l'agriculture. Elle touche à l'équilibre social. Ibrahim Traoré avait anticipé ce rôle des coopératives comme un pilier du modèle, sans jamais le présenter comme un objectif isolé. Du côté des autorités locales, la posture évolue également. D'observatrices prudentes, elles deviennent progressivement partenaires potentiels. Les données accumulées, surface, taux de survie, réduction de l'eau consommée, offrent un cadre de discussion concret. Les autorités envisagent des extensions contrôlées et l'intégration de certaines pratiques dans des plans de résilience territoriale. L'intérêt manifesté par des chercheurs et des institutions extérieures renforce cette dynamique, sans encore la figer. Au total, ces conséquences dessinent une recomposition lente mais profonde. Le projet ne transforme pas seulement un paysage, il redéfinit les rôles, les attentes et les capacités d'action. Pour Ibrahim Traoré, le véritable indicateur de réussite n'est plus seulement mesurable en chiffres, mais en comportement durable. Le cocotier devient ainsi un catalyseur, un arbre qui révèle par ses effets concrets qu'un territoire peut se réinventer quand ses habitants retrouvent une marge de manœuvre collective. À partir de ce point charnière, l'évolution du projet peut suivre plusieurs trajectoires plausibles. Aucune n'est écrite d'avance, car elles dépendent autant des choix humains que des conditions climatiques. Ibrahim Traoré observe ces possibilités avec prudence, conscient que la solidité du modèle se joue désormais dans sa capacité d'anticipation. Si l'on commence par la trajectoire la plus probable, on voit une progression à un rythme maîtrisé. Dans cette hypothèse, la progression se poursuit à un rythme maîtrisé. Les surfaces existantes sont consolidées, les protocoles d'irrigation solaire sont affinés, et les coopératives féminines stabilisent leur volume de transformation. Les marchés locaux absorbent la production sans tension majeure. Les taux de survie se maintiennent, sans bond spectaculaire, mais sans recul non plus. Ce scénario repose sur une discipline opérationnelle constante, suivi des sols, maintenance des équipements et coordination communautaire. Il ne promet pas une expansion rapide, mais une durabilité crédible. Si l'on pousse vers une hypothèse favorable, plusieurs facteurs peuvent s'aligner et accélérer la dynamique. Ici, plusieurs facteurs s'alignent. La demande pour les produits dérivés augmente, attirant des partenariats régionaux. Les revenus communautaires progressent, permettant de réinvestir dans l'infrastructure hydrique et la formation. Les jeunes s'engagent davantage, voyant dans le projet une trajectoire professionnelle viable. Le modèle gagne en visibilité et commence à être adapté à d'autres zones arides. Dans ce cas, le Sahel ne devient pas seulement un terrain d'expérimentation, mais une référence en matière de résilience climatique appliquée. Et si, au contraire, le contexte se durcit, l'équilibre atteint peut être mis à l'épreuve et exiger des ajustements rapides. Une sécheresse prolongée ou une gestion imparfaite de l'eau pourrait fragiliser l'équilibre atteint. Les arbres montrent des signes de stress, la production ralentit et certaines parcelles doivent être mises en pause. Ce scénario n'implique pas un effondrement, mais une rétraction temporaire. Il exige des ajustements rapides, renforcement de l'ombrage, modification des cycles d'irrigation, acceptation d'une baisse transitoire des rendements. L'incertitude devient alors une donnée centrale du pilotage. Ces trois trajectoires partagent un point commun. Elles rappellent que le projet n'est pas un événement isolé,
mais un système vivant. Penser en cycle plutôt qu'en résultat immédiat devient une recommandation clé. La question n'est pas de choisir le scénario le plus flatteur, mais de préparer les capacités nécessaires pour naviguer entre eux sans perdre l'essentiel, l'équilibre entre régénération écologique et cohésion sociale. À ce stade du récit, l'histoire cesse d'être lointaine. Elle ne se limite plus à une vallée du Sahel, ni à une expérimentation agricole singulière. Elle interpelle par ce qu'elle révèle de plus universel, la manière dont une transformation réelle n'est rarement d'un geste spectaculaire, mais d'une série d'actions modestes, répétées, corrigées, puis amplifiées. Cette logique résonne bien au-delà du terrain décrit. Pour certains spectateurs, l'écho est immédiat. Ils reconnaissent dans ce projet une situation familière, un contexte contraint, peu de ressources, des doutes initiaux, et pourtant une marge d'action qui apparaît à force de persévérance. Le projet rappelle que l'impuissance ressentie face à des défis complexes n'est pas toujours liée à l'absence de solutions, mais à la difficulté d'imaginer des trajectoires progressives. Ici, rien ne change d'un coup, tout change par accumulation. Pour d'autres, l'impact se situe dans la méthode. Observer comment les données, les retours du terrain et l'intelligence collective s'articulent invite à reconsidérer la manière de conduire des projets ailleurs. La résilience n'est pas présentée comme une qualité abstraite, mais comme une pratique quotidienne, faite d'essais, d'erreurs et d'ajustements continus. Cette approche peut s'appliquer à d'autres domaines: gestion locale, initiatives sociales, adaptation environnementale. Enfin, il y a une dimension plus intime. Voir des jeunes rester, des femmes structurer des coopératives, des agriculteurs reconsidérer leurs terres, crée un sentiment d'agency. L'idée symbolisée que même dans des environnements jugés verrouillés, une capacité d'agir subsiste. Elle n'annule pas les contraintes, mais elle redéfinit la relation que l'on entretient avec elles. Ce que le spectateur emporte alors n'est pas une solution clé en main, mais une question implicite. Face à ses propres limites, où pourrait-il lui aussi commencer par ajuster plutôt que renoncer? Pour consolider les acquis et envisager une extension maîtrisée, une feuille de route claire devient indispensable. À ce stade, le projet ne peut plus avancer uniquement par intuition. Il doit s'appuyer sur des étapes lisibles, partagées et mesurables. Ibrahim Traoré l'a compris. La transformation durable repose autant sur la méthode que sur l'ambition. D'abord, il s'agit de renforcer l'infrastructure hydrique existante. Les réservoirs souterrains et les systèmes d'irrigation solaire doivent être étendus aux nouvelles parcelles, avec un calendrier précis. Sur une période de 3 mois, les équipes locales installent les dispositifs, tandis qu'un groupe technique suit l'évolution de l'humidité et de l'évaporation. Le critère de réussite est simple: une stabilité hydrique observée sur plusieurs cycles de croissance. Ensuite, il s'agit de former et autonomiser les agriculteurs. Des sessions trimestrielles sont organisées pour transmettre les protocoles clés: compostage, ombrage contrôlé, micro-rétention. L'objectif n'est pas la dépendance à une expertise extérieure, mais la capacité locale à reproduire et adapter les méthodes. Le suivi s'effectue par des relevés de survie et de vigueur des plans. Puis, il s'agit de la structuration économique. Les coopératives, notamment féminines, sont équipées d'outils simples mais standardisés pour garantir la qualité des produits transformés. Les indicateurs suivis portent sur la régularité des volumes, la stabilité des revenus et la constitution de fonds de réserve communautaires. Enfin, une gouvernance partagée est mise en place. Elle réunit agriculteurs, femmes, jeunes et autorités locales. Cette instance fixe les priorités, arbitre les usages de l'eau et suit l'évolution des sols à l'aide d'un tableau de bord collectif. Par cette organisation, le projet cesse d'être un ensemble d'initiatives dispersées et devient un système coordonné, capable d'apprendre et de durer. Quand on revient au premier cocotier, presque translucide sous la chaleur, on mesure la distance parcourue. Ces jeunes plants, protégés par des pailles recyclées et une fine couche de kaolin, semblaient tenir par équilibre précaire. Ils incarnaient une fragilité assumée, soutenue jour après jour par des gestes simples,
répéter, corriger. C'est dans cette fragilité que s'est logée la possibilité du changement. Avec le temps, ces arbres ont cessé d'être des exceptions. Leur croissance lente a redessiné le paysage et, plus encore, la manière de le regarder. Ce qui paraissait impossible est devenu praticable, non par défi lancé à la nature, mais par accompagnement patient. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme un initiateur que comme un fil conducteur, reliant les ajustements techniques aux transformations humaines. Sa constance, plus que toute déclaration, a donné une direction. Le rappel est clair. La ténacité n'est pas spectaculaire. Elle se manifeste dans l'attention portée aux détails, dans l'acceptation des revers, dans la capacité à apprendre sans renoncer. Les cocotiers en sont la trace visible. Il raconte qu'un territoire ne change pas d'un coup, mais par accumulation de décisions modestes qui finissent par peser. Au fond, cette histoire ne parle pas seulement d'arbres. Elle parle d'une relation renouvelée entre une communauté et sa terre, et de la possibilité, même fragile, de transformer un verdict en promesse. Cette histoire, née au cœur du Sahel, dépasse désormais le cadre d'un projet agricole. Elle touche à une idée plus large, la capacité d'une communauté à transformer son horizon lorsqu'elle décide de traiter son territoire comme une promesse, plutôt que comme un verdict. Le cocotier, longtemps que perçu comme étranger à cette partie du Burkina Faso, est devenu un symbole discret de cette bascule collective. Ici, rien n'a été imposé de l'extérieur. La transformation s'est construite par l'observation, l'apprentissage et la coopération. C'est peut-être là que se situe l'élément le plus transposable. La méthode compte autant que le résultat. Regardez ce qui fonctionne, corriger ce qui échoue, et accepter que le progrès soit souvent lent mais cumulatif. Le rôle du spectateur n'est pas d'applaudir à distance. Il est d'interroger sa propre position. Face à des défis locaux, environnementaux ou sociaux, quelle part peut-il prendre? Pas nécessairement à grande échelle, mais à hauteur d'action. Partager ses récits, soutenir des initiatives similaires ou simplement changer son regard constitue déjà un premier pas. Alors, à votre mesure, où pourriez-vous commencer à transformer un espace perçu comme contraint en terrain de possibilités?